450 mètres de falaise à pic, s'élançant droit vers un ciel ardent. C'est l'équivalent de 3 pyramides de Khéops empilées. Au sommet plat de cette aiguille rocheuse, 960 hommes, femmes et enfants attendent la mort. Et loin, en contrebas, au pied de la falaise, toute une armée romaine passe des mois à déplacer des milliers de tonnes de terre et de roches, simplement pour pouvoir les atteindre. Pourquoi la plus grande machine de guerre de l'histoire a-t-elle dépensé une fortune colossale pour écraser une poignée de rebelles au milieu d'un désert mort? La réponse ne réside pas dans la stratégie, mais dans quelque chose de bien plus terrifiant: le symbolisme. Et ce que les Romains ont découvert lorsqu'ils ont finalement percé les murs est un mystère qui glace le sang, même 2000 ans plus tard. Mais pour comprendre la fin, il faut revenir au commencement, lorsque ce rocher semblait encore un navire imprenable, voguant au-dessus d'une mer de sable. L'histoire commence en 66 après Jésus-Christ, quand la Judée s'est embrasée sous le feu de la grande révolte contre la domination romaine. Ce n'était pas un affrontement classique entre deux armées en rase campagne, c'était une guerre de haine et d'extase religieuse. Joseph Flavius, le seul historien à avoir décrit ces événements en détail dans son ouvrage « La guerre des Juifs », nous parle des hommes qui ont pris la forteresse de Massada. Ils n'étaient pas de simples soldats. Ils portaient sous leur manteau de courts poignards courbes, s'en servant pour frapper les Romains et leurs partisans en pleine foule au marché, afin de disparaître ensuite dans la panique. Ces assassins fanatiques et ces radicaux étaient appelés les sicaires. Tel un serpent venimeux tapi dans le sable, ils étaient prêts à mordre quiconque parlait de paix avec Rome, considérant tout compromis comme une trahison envers Dieu. Les sicaires avaient besoin d'une base que la longue main de l'Empire ne pourrait pas atteindre. Et ils l'ont trouvée. Massada n'était pas seulement une montagne, mais un prodige d'ingénierie, créé par le roi Hérode le Grand, près d'un siècle avant ces événements. Il avait transformé le sommet plat du rocher en un palais luxueux, doté de mosaïques, de bains et de magasins capables de résister à des années d'isolement. Les fouilles archéologiques du milieu du XXe siècle ont confirmé les descriptions de Flavius. Les entrepôts étaient remplis à ras-bord de céréales, de vin et d'huile, des provisions qui, grâce au climat sec du désert, ne se gâtaient pas pendant des décennies. Mais la ressource la plus cruciale, dans un lieu où il ne pleut que quelques rares fois par an, était l'eau. Hérode avait ordonné de tailler dans la roche des réservoirs souterrains gigantesques, capables de contenir 40 000 mètres cubes d'eau. Ces immenses réserves d'humidité artificielle étaient appelées des citernes. Elles étaient le système circulatoire de la forteresse, transformant le rocher aride en une oasis où les rebelles pouvaient rire en regardant les Romains contraints de faire venir leur eau à des dizaines de kilomètres. Tandis que les sicaires fortifiaient leur citadelle céleste, le monde autour d'eux s'effondrait dans le feu et les cris. En 70 après Jésus-Christ, le futur empereur Titus prit Jérusalem d'assaut. Le ciel était noirci par la fumée du second temple en flammes, et cette fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Ce fut la fin de l'État juif pour les 2000 années suivantes. Il semblait que la révolte était écrasée, Jérusalem en ruine, et les légions pouvaient se reposer. Mais Massada restait une écharde dans le corps de la province romaine. C'était un défi. Tant que l'étendard des rebelles flottait au-dessus de ce rocher, Rome ne pouvait pas revendiquer une victoire totale. Pour arracher cette écharde, l'Empire envoya un homme au jugement glacial et doté des pleins pouvoirs pour décider du sort de milliers de personnes. Ce commandant suprême à l'autorité absolue était le légat Lucius Flavius Silva. Silva n'est pas arrivé seul dans le désert. Derrière lui, soulevant des nuages de poussière, marchait la 10e légion Fretensis, les mêmes vétérans qui avaient incendié Jérusalem et qui aspiraient désormais à l'épilogue final. Le claquement de 5000 sandales ferrées sur le sol rocailleux résonnait comme un tonnerre approchant. Mais les légionnaires n'étaient que le noyau de la force d'assaut. Avec eux,
marchaient des milliers d'ingénieurs, de terrassiers et de porteurs, recrutés parmi les peuples conquis pour les tâches ingrates et pénibles. Ces troupes auxiliaires, qui ne possédaient pas la citoyenneté romaine, étaient appelées les auxiliaires. Elles étaient les mains et les pieds de la Légion, portant sur leur dos les rondins et les provisions dans un endroit où la nature elle-même tue toute vie. Lorsque la colonne romaine atteignit le pied de la montagne en 73 après Jésus-Christ, bien que certains historiens modernes contestent cette date, affirmant qu'il s'agissait de 74, ils furent confrontés à une tâche qui semblait impossible. Les rebelles, sous la direction d'Éléazar ben Yaïr, regardaient en contrebas depuis leurs murs avec la confiance d'hommes condamnés, mais libres. Ils voyaient les petites silhouettes en bas et croyaient que les falaises à pic les protégeraient mieux que n'importe quelle armée. De l'est, seul un sentier étroit et sinueux menait à la forteresse, exposé aux tirs de chaque pierre ou flèche lancée depuis le sommet. Flavius décrit ce sentier comme le « sentier du serpent », tant il était raide et dangereux. Attaquer par là revenait à mener les hommes au suicide. Le légat Silva inspecta la montagne. Il comprit qu'il était insensé d'attaquer ces murs de front et qu'attendre que les défenseurs manquent de nourriture était inutile, car les réserves d'Hérode auraient suffi pour des années. À ce moment, debout au milieu du désert sans vie, le commandant romain prit une décision qui entrerait à jamais dans les manuels d'histoire militaire. Il décida de ne pas prendre la montagne d'assaut, mais de modifier le paysage lui-même. Il choisit d'étrangler la forteresse dans un anneau de blocus, la coupant du monde extérieur non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Le premier coup de pelle dans la terre sèche marqua le début de la fin. Les Romains commencèrent à construire un mur autour de la montagne, destiné à devenir la grille d'une prison pour toute la falaise. Le vacarme de milliers de pioches frappant simultanément le sol rocailleux rompit le silence séculaire du désert, évoquant le son d'un métronome géant qui égrenait les derniers jours de la forteresse. Ce n'était pas une construction chaotique, mais une symphonie d'ingénierie militaire exécutée avec une précision effrayante. Le légat Silva ordonna l'érection d'un mur continu autour de la base de la montagne, de sorte qu'aucune souris ne puisse s'échapper, ni aucune goutte d'eau ne puisse y pénétrer. Cet anneau de siège, bloquant totalement l'ennemi, était appelé la circumvallation. Il transforma la montagne entière en une gigantesque cellule de prison à ciel ouvert, dont les barreaux étaient 4,5 km de maçonnerie de 3 mètres de haut. Vue du ciel, cette muraille ressemblait à un nœud coulant, se resserrant lentement autour du cou de la révolte. Joseph Flavius affirme que les Romains construisirent cette barrière colossale dans des délais incroyablement courts, littéralement en quelques jours, travaillant par roulement, de jour comme de nuit. Le long du mur s'élevèrent des tours de garde, où des sentinelles veillaient 24 heures sur 24, scrutant l'obscurité à la recherche d'éventuels fugitifs. Pour les sicaires au sommet, ce fut un coup psychologique d'une force terrible. Ils voyaient le monde d'en bas se transformer à la volonté de l'ennemi. Le paysage familier se métamorphosait en une architecture d'inéluctabilité. L'espoir que les Romains se lassent de la chaleur et partent s'amenuisait à chaque pierre posée. Derrière le mur, comme des champignons après la pluie, surgirent 8 camps militaires, disposés avec une perfection mathématique. Le camp militaire romain, construit selon un standard strict, avec des rues droites et un zonage clair, était appelé un castrum. Même ici, dans cette région sauvage, où la température montait jusqu'à 40 degrés à l'ombre, des légionnaires vivaient selon le règlement. Les tentes étaient alignées en rang parfait. Les tentes des officiers occupaient le centre. Et le système d'égouts et de fossés était pensé dans les moindres détails. Les archéologues qui ont étudié ces camps ont trouvé les restes de vaisselle luxueuse et de vins importés dans le quartier général de Silva, créant un contraste sinistre. En bas,
Les officiers romains buvaient du vin Falernum dans des coupes en verre, tandis qu'en haut, dans les nuages, des gens se préparaient à mourir. Mais le principal ennemi des Romains n'était pas les rebelles, mais le désert lui-même, qui aspirait l'humidité du corps en quelques heures. Pour nourrir et abreuver près de 10 000 hommes et des milliers d'animaux de bas, Silva organisa une opération logistique comparable en complexité aux approvisionnements militaires modernes. L'eau était acheminée par des caravanes incessantes d'ânes et de prisonniers juifs depuis l'oasis d'Ein-Gedi, située à 20 kilomètres du camp. Ces malheureux, forcés de servir les meurtriers de leur propre peuple, étaient appelés les calones, les valets militaires et esclaves attachés à la Légion. Chaque gorgée d'eau bue par un soldat romain au pied de Massada était payée par la sueur et le sang des esclaves qui traînaient de lourdes amphores sous le soleil brûlant. C'était une guerre de ressources. Rome pouvait se permettre de transformer le désert en une voie d'approvisionnement animée, tandis que les défenseurs de la forteresse ne pouvaient que contempler ce flux incessant de provisions. Lorsque l'anneau de blocus fut refermé, Silva comprit que la faim ne ferait pas capituler les sicaires rapidement. Leurs entrepôts étaient pleins. Attendre des années était dangereux. La situation politique à Rome exigeait une victoire rapide et retentissante, et le maintien d'une armée dans le désert coûtait des sommes astronomiques. Le légat porta son attention sur le versant ouest de la montagne, où se trouvait un éperon rocheux naturel, que Joseph Flavius nomme l'Eussé, ou le Rocher Blanc. Cet éperon était 150 mètres plus bas que le sommet de la forteresse, mais il offrait la seule chance de s'approcher des murs. Silva prit une décision qui semblerait folle à toute personne sensée. Il ordonna d'empiler une montagne par-dessus la montagne. Les ingénieurs de la 10e Légion commencèrent à concevoir un remblai gigantesque, destiné à relier le Rocher Blanc à la muraille de la forteresse, créant une pente douce pour les machines de siège. Ce tertre artificiel, destiné à l'assaut des fortifications, était appelé un aguerre. Des milliers de légionnaires et de travailleurs auxiliaires commencèrent à extraire des tonnes de terre et de roches, les déposant à la base de la rampe gigantesque. Pour empêcher la structure de glisser sous son propre poids, elle était renforcée par des poutres en bois, créant une structure en treillis complexe qui était ensuite bourrée de terre et de gravats. C'était la construction de la tour de Babel à l'envers, non pas vers le ciel, mais en oblique, vers la mort. D'en haut, une grêle de pierres et de flèches s'abattit sur les constructeurs. Les défenseurs de Massada comprenaient parfaitement que ce remblai était leur arrêt de mort. Mais la machine de guerre romaine avait une réponse à cela aussi. Les soldats travaillaient à l'abri de légers abris mobiles faits de boucliers tressés et de cuir. Ces structures de protection, qui permettaient d'approcher les murs ennemis en toute sécurité pour les travaux de terrassement, étaient appelées des vineae. Telles des chenilles blindées géantes, les vineae rampaient lentement sur la pente, protégeant les hommes à l'intérieur de la pluie mortelle venant du sommet. Le bruit des pierres heurtant les toits de ces abris se mêlait aux cris des surveillants et au craquement de la roche broyée. Mètre après mètre, jour après jour, le remblai romain rampait vers le haut, réduisant inexorablement la distance entre la terre et le ciel. Les sicaires observaient avec horreur comment l'abîme qui les séparait de l'ennemi disparaissait, comblé par les mains de milliers d'esclaves et de soldats. C'était une approche lente et douloureuse de la fin, impossible à arrêter. Les Romains ne se contentaient pas d'attaquer la forteresse. Ils modifiaient la géographie de la région pour prouver que, pour la volonté de l'Empire, il n'y avait pas d'obstacle, même si ces obstacles étaient créés par Dieu lui-même. Pendant ce temps, dans le camp en contrebas, les charpentiers avaient déjà commencé à assembler la construction monstrueuse pour laquelle cette route vers les cieux était bâtie. Une tour de 30 mètres de haut, revêtue de fer.
Une ombre immense s'étendit lentement sur le remblai de pierre, masquant le soleil matinal et plongeant les défenseurs du mur dans une pénombre sinistre. Le grincement des roues gigantesques broyant les gravats et le souffle laborieux de centaines d'hommes se fondaient en un rugissement unique qui faisait trembler la montagne elle-même. Sur le remblai construit avec du sang et de la sueur, rampait un monstre que ces rochers antiques n'avaient jamais vu. Les Romains ne s'étaient pas contentés de monter à vol d'oiseau. Ils avaient traîné avec eux une tour de siège de 25 mètres de haut, entièrement revêtue de plaques de fer. Cette fortification mobile, destinée à neutraliser l'ennemi sur les murs, était appelée Turris Ambulatoria. Joseph Flavius décrit avec admiration et horreur cette machine qui dominait la muraille de la forteresse de Massada, permettant aux archers romains de regarder les défenseurs de haut, comme des oiseaux de proie sur leurs victimes. Imaginez la terreur des hommes sur le mur lorsqu'ils réalisèrent que leur principal avantage, la hauteur, avait été anéanti par le génie de l'ingénierie ennemie. Le revêtement de fer de la tour la rendait invulnérable aux flèches incendiaires des sicaires, qui ricochaient sur le métal sans causer de dommages. Depuis la plateforme supérieure de la tour, une rafale de projectiles s'abattit sur les défenseurs, ne laissant personne lever la tête. C'est alors que l'artillerie romaine entra en action, installée directement à l'intérieur de la tour et sur les positions voisines. Ces machines de jet à torsion, qui utilisaient l'énergie des tendons tordus pour lancer des pierres et des javelots, étaient collectivement appelées tormenta. Le sifflement des boulets volants et les chocs sourds contre les pierres transformèrent l'espace derrière le mur en zone de mort, forçant les rebelles à se plaquer au sol et à se cacher derrière les saillies rocheuses. Sous le couvert de cette pluie mortelle, l'outil de destruction principal s'approcha de la porte de la forteresse. Ce n'était pas un simple tronc d'arbre, mais une poutre massive en sapin ou en frêne, suspendue par des chaînes à l'intérieur d'un cadre spécial et surmontée d'une lourde pointe en fer en forme de tête de bélier. Cette arme de siège, capable de pulvériser la maçonnerie la plus solide par des coups rythmés, était appelée Aris. Les Romains la hissèrent au sommet du remblai, et bientôt, toute la montagne commença à trembler sous des coups monotones et terrifiants. Boum, boum, boum. Chaque coup de bélier résonnait dans le cœur de ceux qui étaient à l'intérieur, comme un coup de marteau sur le couvercle d'un cercueil, annonçant que le temps était écoulé. Le mur de pierre, construit par Hérode et qui semblait éternel, ne résista pas. D'abord des fissures apparurent, courant sur la maçonnerie comme des toiles d'araignée, puis des éclats de pierre tombèrent, et finalement, avec un fracas semblable à un éboulement en montagne, une partie du mur s'écroula vers l'intérieur. Un nuage de poussière s'éleva dans le ciel, et les soldats romains poussèrent un cri de victoire, se préparant à se ruer dans la brèche. Mais lorsque la poussière retomba, leur jubilation fut remplacée par la perplexité. Derrière le mur de pierre effondré, ils ne virent pas des gens effrayés, mais un nouvel obstacle que les sicaires avaient érigé en secret pendant que les Romains construisaient leur remblai. C'était un second mur, mais il était construit de manière complètement différente. Les défenseurs de Massada firent preuve d'une ingéniosité incroyable en cette dernière heure. Ils avaient créé une structure faite d'énormes poutres de bois posées longitudinalement et transversalement, et l'espace entre elles était fermement rempli de terre. Cette fortification élastique et molle, capable d'amortir l'énergie des chocs, fonctionnait sur le principe d'un coussin. Lorsque la lourde tête du bélier romain la frappait, le mur ne se fissurait pas comme la pierre. Au contraire, la terre ne faisait que se compacter sous les coups, et la charpente de bois absorbait la force destructrice. Les Romains se retrouvèrent piégés par leur propre force. Plus ils frappaient avec rage, plus l'obstacle devant eux devenait solide. Le légat Silva, observant l'assaut depuis le poste de commandement, comprit que la force brute était inutile ici. La mécanique avait échoué face à la ruse.
Les soldats au bélier étaient épuisés. La machine travaillait en vain, compressant la terre en un monolithe. Le doute apparut dans les yeux des légionnaires. Ces fanatiques étaient-ils vraiment sous la protection de leur Dieu, si même la meilleure technique de l'Empire était impuissante? La situation exigeait une solution immédiate, sinon l'assaut risquait de s'enliser et le moral de l'armée de s'effondrer. Alors, Silva donna l'ordre de changer de tactique, se tournant vers l'élément le plus destructeur à la disposition de l'homme. Si le bois et la terre ne pouvaient être brisés, ils pouvaient être détruits d'une autre manière. Il ordonna aux soldats de laisser leurs épées et de prendre des torches. Des centaines de torches enflammées s'élevèrent dans les airs, traçant des arcs de feu dans le ciel crépusculaire, comme une meute de lucioles enragées attaquant une bête mourante. Le bois sec dont était fait le second mur avait été desséché par le soleil de Jérusalem et les vents du désert pendant des années, se transformant en un combustible idéal. Dès que le feu toucha les poutres, la structure s'enflamma avec un rugissement qui couvrit même le bruit de la bataille. Joseph Flavius décrit ce moment comme une scène digne d'une tragédie grecque, où la nature elle-même semblait être intervenue dans l'issue de la guerre. Mais dans les premières minutes, il sembla aux Romains que Dieu s'était détourné d'eux, et non des Juifs. Une rafale de vent soudaine attrapa les flammes et les renvoya au visage des légionnaires, léchant de ses langues de feu le revêtement de fer de la tour de siège. À l'intérieur de la machine blindée, la température monta instantanément, la transformant en un four géant où les meilleurs archers de l'Empire suffoquaient et paniquaient. Les cris d'horreur se mêlaient au crépitement du bois qui brûlait. Les légionnaires, habitués à regarder la mort en face, tremblèrent devant un élément qu'ils ne pouvaient transpercer avec une épée. Il sembla que les prières désespérées des défenseurs de Massada avaient été entendues, et que le vent se dressait pour leur défense, menaçant de réduire en cendres les engins de siège romains. Mais l'espoir des rebelles s'avéra une illusion cruelle, qui ne dura que quelques minutes. Le vent, comme obéissant à un ordre invisible du destin, changea soudainement et souffla du sud avec une force redoublée, dirigeant le mur de feu directement sur les fortifications en bois des Juifs. Le mur en flammes se transforma en une tempête de feu, qui dévora la dernière barrière entre Rome et les rebelles. Les poutres de bois se transformèrent en charbon. Le remplissage de terre s'effondra, ouvrant un large passage à l'intérieur de la forteresse. Les soldats romains éclatèrent en cris de joie, voyant dans ce changement de vent un signe de la faveur des dieux envers leur empereur. La voie était ouverte, l'ennemi était privé de défense, et la victoire semblait n'être qu'une question de minutes. Cependant, le légat Silva, faisant preuve de la fermeté d'un commandant expérimenté, refusa de lancer ses troupes à l'assaut à travers les ruines brûlantes dans l'obscurité grandissante. Il savait qu'un combat de nuit dans un labyrinthe de palais inconnus pourrait lui coûter des centaines de vies, et il décida de reporter le triomphe jusqu'à l'aube. Les Romains renforcèrent le bouclage autour de la montagne, craignant que, sous le couvert de la nuit, les Sicaires ne tentent de percer l'anneau de Blocus. Cette garde de nuit, postée avec un soin particulier en attendant l'événement décisif, était appelée Vigilia. Dans les camps, les légionnaires aiguisaient leurs épées et vérifiaient leurs armures, anticipant le massacre du lendemain et le riche butin, car les rumeurs sur les trésors d'Hérode excitaient l'esprit des soldats. Dans leur esprit, le lendemain devait être un jour de pillage et de violence, une récompense légitime pour des mois de labeur dans la poussière et la chaleur. Ils ne se doutaient pas que là-haut, derrière le rideau de fumée, se déroulait quelque chose qui les priverait de cette récompense et changerait à jamais le sens de leur victoire. Au sommet de Massada, dans la lueur du mur en train de se consumer, se rassemblèrent des hommes qui comprenaient que le lendemain n'existait plus pour eux. Éléazar ben Yaïr, le chef des insurgés, réunit tous les hommes au centre de la forteresse, peut-être dans le bâtiment de la synagogue ou près du palais. Joseph Flavius
nous transmet la teneur de son discours, l'un des monologues les plus puissants de l'histoire de l'Antiquité. Éléazar ne parla pas de tactique ou de possibilité de sauvetage. Il parla de la liberté, plus précieuse que la vie, et de la honte, plus terrible que la mort. Le choix qui s'offrait à ses auditeurs était de voir leurs femmes violées et leurs enfants enchaînés et vendus sur les marchés de Rome, ou d'accomplir un acte qui les délivrerait de l'humiliation. Dans son discours, le chef des sicaires utilisa un argument effroyable. Dieu les avait déjà condamnés à la mort en permettant aux Romains d'incendier le mur. Mais il leur accordait la grâce de mourir en hommes libres dans leur lit, et non en esclaves sous le fouet d'un surveillant. La peur de l'esclavage était une terreur très concrète pour l'homme antique. L'état juridique de perte totale de droits et de transformation d'une personne en chose que l'on pouvait acheter, vendre ou détruire s'appelait la servitus, l'esclavage. Éléazar décrivit de manière saisissante le sort des vaincus, rappelant les milliers de Juifs déjà crucifiés ou jetés aux bêtes sauvages dans les arènes de Césarée et de Jérusalem. Il leur demanda : « Voulez-vous que vos yeux voient la souffrance de ceux que vous aimez le plus au monde ?» Les paroles d'Éléazar tombaient dans le cœur des hommes comme des braises ardentes. Au début, il y eut des doutes, des larmes et la peur de ce qu'il fallait faire. Mais lorsqu'ils regardèrent leurs femmes, serrant leurs nourrissons contre leur poitrine, et le mur en train de s'éteindre, derrière lequel attendaient les légions, leur détermination se renforça. Ce fut un moment de terrible transformation. L'amour pour leurs proches exigeait de les tuer pour les sauver. Un par un, ils commencèrent à regagner leur demeure, serrant leurs armes, non pas pour combattre l'ennemi, mais pour un dernier acte de miséricorde. La nuit sur Masada ne fut pas remplie de bruits de combat, mais de silencieux adieux et de sanglots étouffés, qui furent bientôt remplacés par un silence lourd et mortel. Le vent s'était tu, et un silence planait sur la forteresse, plus assourdissant que n'importe quel cri. Le lendemain, les Romains montraient leur remblai, s'attendant à rencontrer une résistance farouche, mais ils trouveraient à la place quelque chose qui ferait frissonner d'horreur les vétérans endurcis. À l'intérieur des murs de la forteresse se déroulait ce que l'esprit humain refuse d'accepter comme réalité. Ce n'était pas une panique de masse, mais l'exécution méthodique et macabre d'un pacte scellé dans le sang des êtres les plus chers. Selon Joseph Flavius, chaque homme devint le bourreau de sa propre famille, embrassant sa femme et ses enfants une dernière fois avant de porter le coup fatal. Cet acte, où le père de famille disposait de la vie des siens pour sauver leur honneur, faisait étrangement écho dans le droit romain à la notion de patria potestas, le pouvoir du père sur la vie et la mort des enfants. Prenait ici la forme d'une miséricorde suprême, les sauver de la violence des légionnaires au prix de sa propre âme. Les larmes se mêlaient au sang sur les sols de pierre du palais, et bientôt, 960 personnes se transformèrent en corps silencieux. Ayant terminé cette terrible moisson, les hommes survivants rassemblèrent tous leurs biens en tas et y mirent le feu. L'or, l'argent, les vêtements coûteux, tout ce pourquoi les légionnaires avaient sué dans le désert, disparaissait dans les flammes. Cependant, dans ce chaos de destruction, un geste étrange et calculé fut posé, dont parle Flavius, et que les fouilles archéologiques d'Igaël Yadin, dans les années 1960, ont confirmé. Les rebelles avaient délibérément laissé intacts les entrepôts de provisions. Ces gigantesques greniers de céréales et d'huile, appelés aurea, devaient servir de message posthume aux Romains. Nous ne sommes pas morts parce que nous n'avions plus de nourriture, mais parce que nous avons choisi la mort plutôt que l'esclavage. Au milieu des ruines fumantes, ces entrepôts se dressaient comme un monument à une volonté indomptée. Lorsqu'il ne resta que 10 hommes en vie, ils ne se battirent pas pour le droit de survivre,
mais confièrent leur destin au hasard. Les archéologues ont trouvé à Masada 11 tessons d'argile portant des noms inscrits, dont celui du chef, Ben Yahir. Ces fragments d'argile, utilisés pour le vote ou le tirage au sort, sont appelés ostraka. Les 10 derniers guerriers écrivirent leurs noms sur les tessons, et l'un d'eux, tiré au sort, devait tuer ses 9 camarades, puis se suicider. Imaginez le bruit de ce morceau d'argile tombant sur la pierre, le son qui détermina quelle main porterait les 9 derniers coups de poignard au cœur de ses frères d'armes. Le dernier survivant, dont l'histoire a peut-être conservé le nom sur l'un des ostracas trouvés, marcha entre les rangées de corps morts, vérifiant qu'il ne restait aucune étincelle de vie en quiconque. S'assurant que tout était terminé, il mit le feu au palais impérial et s'enfonça l'épée dans son propre corps, tombant près de sa famille. Un silence absolu recouvrit le sommet de la montagne. En bas, dans le camp romain, les légionnaires veillaient, se préparant à une violente mêlée matinale. Ils affûtaient leurs gladis et priaient Mars, s'attendant à rencontrer à l'aube des foules de fanatiques prêts à les déchirer avec leurs dents. Aucun des soldats de la 10e Légion ne se doutait que leur ennemi s'était déjà échappé, là où le pouvoir de Rome n'a plus de force. Aux premières lueurs du soleil, qui perçaient l'obscurité au-dessus de la mer Morte, l'armée romaine se mit en mouvement. Les unités d'assaut formèrent une formation serrée, se couvrant d'un mur de boucliers. Cette formation de combat légendaire, protégeant l'infanterie des projectiles lancés d'en haut, était appelée testudo, tortue. Lentement et menaçante, s'attendant à une embuscade à chaque coin, la tortue de fer se glissa à travers la brèche du mur. Les soldats étaient préparés aux cris, aux coups de lance et aux pierres volantes. Mais ils ne furent accueillis que par le sifflement du vent et le crépitement des poutres en train de s'éteindre. Le vide et le silence effraient le soldat plus qu'un ennemi visible, car l'inconnu se cache dans le silence. Les Romains se mirent à crier, essayant de provoquer l'ennemi au combat, leur voix résonnant en écho sur les falaises. En réponse, 2 femmes et 5 enfants sortirent d'un des conduits d'eau souterrains, les seuls à s'être cachés et à ne pas avoir participé au suicide collectif. Ces canaux souterrains pour la collecte des eaux de pluie, devenus le refuge des derniers témoins, faisaient partie du système hydraulique complexe d'Hérode. Les femmes, tremblantes de peur, racontèrent au légat Silva ce qui s'était passé pendant la nuit. Au début, les Romains ne les crurent pas, pensant à une ruse de guerre, un piège pour les attirer plus profondément dans la forteresse. Mais lorsqu'ils entrèrent dans le palais et virent les rangées de corps, gisant dans des poses calmes, le mépris pour l'ennemi se transforma en choc. Le triomphe, pour lequel une montagne avait été déplacée et un mur construit autour du désert, s'était effondré en poussière. Le légat Silva se tenait parmi les cadavres et comprenait que, techniquement, il avait gagné. La forteresse était prise, la révolte écrasée. Mais la victoire morale lui avait échappé. Au lieu de faire défiler des prisonniers enchaînés dans les rues de Rome, sous les acclamations enthousiastes de la foule, il n'obtenait qu'un cimetière et des cendres. Les historiens romains écrivent que les légionnaires ne se livrèrent ni au pillage, ni à la profanation des corps. La grandeur de l'acte de l'ennemi suscita chez ces guerriers austères un respect involontaire, que les militaires appellent honoris, l'honneur, reconnu même à l'adversaire. Le siège était terminé, mais les questions qu'il laissait derrière lui ne faisaient que commencer à résonner. Après le départ des légions, la montagne sombra dans un silence qui dura 19 siècles. Les camps romains s'effritèrent lentement sous le soleil, se transformant en contours fantomatiques sur le sable, jusqu'à ce que l'expédition archéologique d'Iga Eliaddin, dans les années 60 du XXe siècle, ne redonne vie à ces pierres. Les pièces de monnaie, les fragments de vêtements
et ces 11 tessons d'argile avec des noms, trouvés parmi les ruines, devinrent la preuve physique de la légende décrite par Flavius. Ces traces tangibles du passé, liant le mythe à la réalité, servent de memento mori, un rappel de la mortalité et du prix terrible payé pour les convictions. Le vent qui souffle aujourd'hui dans les ruines des casemates résonne de la même manière que celui qui attisait les flammes la nuit du suicide collectif. Alors, pourquoi Rome a-t-elle déplacé une montagne pour une poignée de personnes? La réponse réside dans la logique froide de l'Empire. Il fallait prouver au monde entier que ni la hauteur, ni le désert, ni Dieu ne pouvaient cacher les ennemis de César. Mais l'histoire joua un mauvais tour aux conquérants. En poussant les rebelles au-delà du désespoir, Rome créa involontairement un symbole qui a survécu à l'Empire lui-même. Ce paradoxe, où la victoire morale revient à l'ennemi physiquement anéanti, a transformé Massada d'un lieu de triomphe des légions en un monument éternel à l'esprit humain. Le remblai est toujours là, une cicatrice gigantesque sur le corps de la falaise, menant nulle part, rappelant la vanité de la force brute contre la détermination absolue. Et maintenant que la poussière de l'histoire est retombée, nous revenons à la question par laquelle nous avons commencé, mais nous la dirigeons non plus vers le passé, mais vers le miroir. Nous vivons dans un monde de confort et de compromis, où le mot liberté perd souvent son poids primitif et sanglant. Mais cette histoire nous oblige à regarder dans les recoins les plus sombres de notre propre âme, où se cachent nos véritables valeurs. En fin de compte, chacun de nous, en apprenant le sort des défenseurs de la forteresse, doit se poser une question inconfortable et effrayante. Y a-t-il quelque chose d'une telle valeur dans ma vie, pour lequel je serais capable de tout sacrifier? Ou l'homme moderne a-t-il à jamais perdu cette volonté d'acier qui a permis à 960 rebelles de choisir l'abîme plutôt que les chaînes?